Alors, ouais, Vous voulez que j'utilise ma voix pour vous faire taire ou c'est bon? C'est bon? Euh, alors, on va parler d'un projet que je connais un petit peu, le projet PostgreSQL, et de son fonctionnement interne qui s'appelle en français l'anarchie organisée, en anglais The Trash Can System. Alors, ceux qui ont déjà suivi mes talks savent comment ça se passe. Je fournis des talks sans titre, sans bullet points, avec juste des images parce que c'est fun et que si je mets des mots sur mes slides, les gens lisent et ne m'écoutent pas, ce qui est insupportable. Donc, il n'y a pas de mots sur mes slides. Mais j'ai moi-même un trouble de l'attention. Je sais que c'est pas forcément facile de suivre quand il n'y a rien sur les slides. Je sais aussi que parfois je parle en anglais avec un accent qui n'est pas le meilleur du monde, qu'on n'est pas forcément natif en anglais, qu'on peut avoir des problèmes d'audition, etc. Si vous avez besoin de bullet points, il y a un deuxième slide deck qui est sourcé ici avec les bullet points. Ça me permet aussi de partager un slide deck qui a un peu plus d'intérêt que juste un truc avec des images. Alors, qui je suis? Je m'appelle Laetitia Avro. Je suis Field CTO chez EDB. Si vous ne savez pas ce que c'est Field CTO, c'est le boulot de CTO. On ne fait que la partie technique du boulot et pas la partie reporting, administratif, management, tout ça. Donc c'est le meilleur boulot du monde. Je suis aussi quelqu'un d'assez impliqué dans la communauté PostgreSQL. Je suis trésorière de PostgreSQL Europe. Je suis fondatrice de PostgreSwomen et je suis aussi contributrice reconnue du projet PostgreSQL. Comme il me restait du temps libre, je suis aussi professeure à l'Université de Lyon où j'enseigne les bases de données en Master 2. Et depuis que j'enseigne, c'est-à-dire depuis 10 ans, l'Université Lyon 1 n'enseigne plus Oracle et est passé entièrement, oui, j'en suis assez fière, et est passé sur un enseignement, donc l'enseignement c'est entièrement Postgres et même au niveau de l'infra, c'est entièrement du Postgres. Petit point, je sais qu'on est en France, il y a beaucoup de gens qui disent Postgre, on dit Postgres. Moyen mnémotechnique que les Français vont comprendre, c'est PostgreSQL et le Q et le L sont muets. Facile. Je suis aussi responsable de ce petit blog, mydbnotebook.org, sur lequel j'essaye de parler de tout ce qui concerne Postgres de près ou de loin. Par exemple, cette robe est imprimée avec du code de Postgres. Vous trouverez sur mon blog comment faire ça. Ils ont aussi des hoodies, des pochettes de laptop, ce genre de choses. Mais des fois, c'est un petit peu plus technique aussi. Je parle de comment j'écris mes patchs, ce genre de choses. Et j'ai aussi ma page de tournée, puisque je suis en tournée. Cette semaine est un peu costaud. Et donc, je donne des talks un peu partout dans le monde. Je suis aussi responsable de ce petit site web. C'est un petit side project. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils étaient sur Postgres, ils utilisaient des outils graphiques. Et en fait, quand ils se retrouvaient en production à 2 heures du matin sans leur outil graphique, ils ne savaient plus rien faire. Donc, je me suis dit, il faut aider les gens à passer à la ligne de commande, parce qu'on est quand même vachement plus efficace en ligne de commande quand on sait faire. La courbe d'apprentissage est un peu plus compliquée. Et ce petit site a pour l'instant 150 astuces d'utilisation de PSQL, PSQL étant le seul client officiel de Postgres, puisque les clients graphiques ne font pas partie du projet PostgreSQL. Et le but, c'est d'arriver entre 200 et 300 à la fin. Donc, parlons de l'anarchie organisée et du projet PostgreSQL. Alors, le projet PostgreSQL est particulier pour moi dans le sens où il n'y a pas de société derrière. C'est un vrai projet open source issu de l'université de Berkeley et sans but lucratif. C'est aussi un projet sur lequel il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de product owner, il n'y a pas de chef de projet. Il n'y a pas de gestion de projet tout court. Il n'y a pas par exemple, pas d'outil de tracking des bugs. Pourquoi? Parce que quand il y a un bug, on le corrige. Comme ça, on n'a pas besoin de tracer. C'est pas bête, hein?
Et ce qui est très très fort avec cette anarchie, c'est que ça marche en fait. On a un projet qui est extrêmement fonctionnel. Je pense que, enfin, c'est pas la peine de vous convaincre. Je sais que tout le monde aime Postgres. Ce qui est encore plus fort, c'est j'avais un ami qui était sales engineer chez Mongo qui m'avait dit, chez Postgres, vous avez un sacré avantage, c'est que dans toute société, quelle que soit sa taille, il y a un Postgres, enfin au moins un Postgres qui tourne quelque part. Et c'est vrai. Ce que je dis, c'est que quand on met un Postgres en production, on peut lui faire confiance. Il va tourner. Après, il y a peut-être sur des trucs particuliers, il y a peut-être un peu de tuning à faire, etc. Mais globalement, moi j'ai eu des clients qui m'ont appelé parce que Postgres avait été installé il y a 10 ans. Ils n'y avaient pas touché pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, quand même, ça commençait à être moyen, quoi. Mais le gars qui l'avait installé était parti depuis 10 ans. Donc, il ne savait plus comment faire marcher ce truc. Donc, ouais, Postgres, globalement, les uptime, il n'y a pas de souci. Alors, par contre, c'est pas ce qu'on conseille, hein, bien sûr, il faut faire les mises à jour. Il y a des CVI très régulièrement. Mais globalement, on peut lui faire confiance. Vous connaissez certainement Stack Overflow. Stack Overflow fait un sondage tous les ans sur l'année dernière, donc 2023, il y avait presque 90 000 réponses. L'année d'avant, il y en avait plus de 100 000. Et ça fait 2 ans que PostgreSQL est élu SGBDR, enfin non, SGBD, base de données, la plus populaire, la plus admirée et désirée, et celle avec laquelle on travaille le plus, où on a le plus envie de travailler. Donc ça veut dire que c'est quand même assez populaire. Et moi, j'ai tendance à dire, quand on est ingénieur, qu'on a un truc qui marche, on aime bien. Parce que ça fait déjà un truc de moins, une couche de moins à s'occuper ou pour laquelle on va s'embêter. Alors, qu'est-ce que l'anarchie organisée? Donc en anglais, c'est Trash Can System. C'est un système qui a été mis en place dans les universités américaines. Il y a 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est que tous les membres du projet, il n'y en a aucun qui a un objectif commun. Donc ça, on est bien avec Postgres parce qu'on a des gens partout dans le monde. D'ailleurs, on ne sait même pas quels sont les objectifs des autres, à part de rendre Postgres meilleur, mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément la même idée de ce qui rend Postgres meilleur. Donc ça fait des super discussions. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, c'est tous les processus doivent être en techno extrêmement simples. Je vais parler des technos qu'on utilise dans Postgres pour les processus. C'est simple, hein. C'est vraiment très très simple. Voire ça pourrait être un peu plus compliqué. Enfin, pas compliqué, mais utiliser des technos plus complexes pour avoir un processus qui soit un peu plus amical, on va dire. Mais bon, je suppose que si quelqu'un est capable d'écrire en C une meilleure version de l'optimiseur de Postgres, envoyer un patch sur une mailing, ça devrait le faire. Mais et le troisième pilier, c'est la participation de tous les membres au projet est intermittente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans le projet PostgreSQL parce qu'on est tous bénévoles et on a une vie aussi. Et dans la vie, des fois, on n'a pas le temps. Des fois, on a d'autres choses, on a d'autres priorités. Et du coup, on ne peut pas forcément tous contribuer de manière totalement continue. Et ça se fait de manière intermittente. Et c'est pas grave. Et personne ne vous dira rien. J'ai des patchs qui sont en cours depuis 2-3 ans parce que c'est compliqué. J'ai du mal à me mettre dessus, prendre le temps. Et c'est pas grave. Personne m'en veut. Et je peux revenir sans problème en disant là j'ai eu le temps, j'ai avancé, voilà ce que j'ai trouvé. Est-ce que ça va à tout le monde? Le gros avantage d'un vrai projet open source, c'est qu'on ne rende compte à personne. C'est-à-dire que nous, on fournit un code qu'on considère bon et les gens peuvent le prendre, le faire tourner et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont pas payé. Hein. La licence PostgreSQL, donc il faut savoir que PostgreSQL est sous licence PostgreSQL, on a notre propre licence, tient en moins de 140 caractères et en gros, ça dit vous faites ce que vous voulez mais vous ne nous faites pas de procès. On n'est pas responsable
de si vous plantez votre prod, si vous perdez vos données, ce n'est pas notre problème. Un autre principe de l'anarchie organisée, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'un problème soit posé pour qu'un membre propose une solution. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de bug tracker, parce qu'on ne pose pas forcément les problèmes, mais souvent, en fait, quand quelqu'un trouve un bug, il le corrige direct, et puis comme ça, c'est fait. Le plus court temps entre le moment où un bug a été déclaré sur la mailing list des bugs et qu'il a été corrigé par quelqu'un d'autre que la personne qui l'a déclaré est de moins de 5 minutes. Après, il y a des circonstances. Hein. J'ai un ami qui me disait qu'il avait parlé avec un des contributeurs majeurs, Tom Lane, qui est il est responsable de je ne sais pas combien de pourcents du code, mais il connaît quoi. Donc il rentrait du restaurant pour aller à la PGCon, qui est le grand rassemblement de développeurs et développeuses de Postgres. Donc ils ont marché 10 minutes, il a expliqué son idée. Tom Lane a fait « Ah ouais, c'est une bonne idée ». Ils arrivent dans l'amphi, il n'a pas eu le temps d'ouvrir son ordinateur que Tom Lane avait déjà codé. Donc ouais, on est sur ce genre de réactivité. Alors la question c'est pourquoi ça marche. Et pour ça, j'ai fait une illustration en nombre, parce que je sais que ça marque bien. Donc imaginons une société de 1000 salariés avec un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. OK ? Donc ça veut dire que si on a 1000 salariés, en moyenne, chaque salarié génère 200 000 euros. On est d'accord ? À votre avis, quel est le pourcentage de productivité normale d'un salarié motivé normalement ? Quelqu'un qui est down, pas quelqu'un qui est... Non, on considère que quelqu'un qui est motivé normalement, c'est 70% de productivité. Non, partout dans le monde. Je travaille dans une boîte américaine, si. Donc 70% en productivité normale. Maintenant, imaginons qu'on a des salariés qui sont passionnés par leur boulot, qui sont vraiment très intéressés, très impliqués. On va supposer que ça augmente leur productivité à 80% au lieu de 70%. On ne peut pas mettre 100% parce que tout le monde a des jours de moins bien, etc. Donc on va mettre 80%. Donc si je fais un bête produit en croix, pour calculer combien ils peuvent générer en plus, que je continue mon équation, on arrive à chaque salarié génère 230 000 euros au lieu de 200 000. Du coup, si on compte qu'on a 1000 salariés, ça fait 30 millions de plus sur le chiffre d'affaires. Donc là, j'ai enfoncé une porte ouverte. Hein, j'ai juste expliqué que les employés plus motivés produisent plus que ceux qui ne sont pas motivés. Mais je trouve que c'est quand même mieux quand on l'illustre comme ça. Ça permet vraiment de se rendre compte. Et dans le projet PostgreSQL, on a des gens tellement passionnés qu'ils travaillent gratuitement. Donc la productivité, elle est bonne. Elle est même très bonne. Après, il y a autre chose. C'est la qualité. En tant que développeuse, j'ai eu souvent les trucs de oui, mais là, il faut livrer, c'est pas grave si c'est pas, on nettoiera plus tard, on sait ce que ça veut dire. Dans le projet PostgreSQL, non. On prend le temps de faire les choses bien. On est des artisans du code, donc on prend vraiment le temps de réfléchir au design, de l'implémenter correctement, d'en discuter avec d'autres qui ont d'autres visions. Et oui, ça prend du temps. Moi, mon premier patch de doc, il a mis 4 mois à passer à être committé, mais ça permet de faire un code de bonne qualité. On a aussi des principes vraiment très, très, très importants. C'est-à-dire que dans le projet PostgreSQL, on ne va pas rajouter de nouvelles fonctionnalités en version mineure. Quand il y a une version mineure, c'est que des correctifs de sécurité ou des correctifs de bugs. Et c'est tout. Et rien d'autre. Et si quelqu'un essaye de faire passer une nouvelle fonctionnalité dans une version mineure, ça va mal se passer. Donc non, il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Même si la fonctionnalité est géniale, elle ne passera pas. On n'a pas de deadline, mais on a une sorte de
calendrier flou, on va dire. J'ai flou parce qu'on n'est pas à 2 semaines, un mois près. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on développe une version de Postgres d'avril à mars de l'année d'après. Et ensuite, on fait un feature freeze en avril. C'est-à-dire que quand on ajoute une nouvelle fonctionnalité en mai, elle ne sortira pas en septembre ou octobre de cette année, mais en septembre ou octobre de l'année d'après. Et là encore, si quelqu'un essaye de forcer, ça ne passera pas. La communauté là-dessus est assez stricte et c'est comme ça qu'on peut garantir une très bonne qualité du code. On a aussi autre chose, c'est Postgres, c'est pas un projet tout jeune. La note de design de Postgres, c'est 1986. Première version de Postgres en 89, je crois. Donc oui, c'est pas tout jeune. Du coup, on a des développeurs et des développeuses expérimentés qui peuvent nous guider parce qu'on écrit en C quand même. Donc, on peut faire des core dump ou des trucs sympas. Donc, c'est pas mal d'être guidé par des gens qui ont une expérience du truc et qui permettent de s'assurer qu'on ne va pas trop rajouter de bêtises. On a aussi quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de périmètre défini sur le projet. Alors globalement, si quelqu'un décide de rajouter un site web un site web dans Postgres, ça passera pas. Mais en fait, il n'y a pas de truc qui est décrit. Le projet, il fait ça et il va pas plus loin. Après, on a essayé quand même. La communauté est plus ou moins d'accord de restreindre le projet à la base de données uniquement. Donc je sais que les concurrents commerciaux ont rajouté toute la partie stockage et ils ont rajouté des trucs pour le pool de connexion, ce genre de choses. Postgres a dit moi je fais la base de données et c'est déjà bien. Et du coup, si quelqu'un essaye de rajouter quelque chose, ce sera plus souvent un projet annexe, comme par exemple pour le pool de connexion, on a PG Benser, qu'un vrai projet intégré à Postgres. Donc là-dessus, c'est aussi quelque chose qui va être discuté dans la communauté. Et quand on a une version majeure qui sort, on la teste, bien sûr. On a des clients qui sont assez sympas pour qu'on puisse la tester en production chez eux. Donc comme j'ai dit, on fait le feature freeze en avril. Généralement, en mai ou juin, on a déjà une première bêta. Et on a des release candidates durant l'été. Et ensuite, on sort la version en septembre-octobre. Il a
Ah, presque. Donc, ce que je disais, c'est que dans la communauté, on n'hésite pas à retarder un bug, la sortie d'un bug, enfin la sortie d'une nouvelle version, pardon. Ouais, il est beau celui-là. Désolée, mes cheveux. Ouais, on n'hésite pas à retarder la sortie d'une nouvelle version si on considère qu'elle n'est pas prête. Ou à retirer des fonctionnalités d'une nouvelle version. Donc, par exemple, en Postgres 15, on avait toute une fonctionnalité de JSON Table qui permet d'intégrer toute la partie standard SQL de la gestion du JSON dans Postgres, même si Postgres gère énormément d'opérateurs et gère très bien les JSON, ce n'était pas standard SQL. Et mi-septembre, on a commencé à avoir des doutes et on a retiré toutes ces fonctionnalités de Postgres 15. Une partie ont pu être ajoutées dans Postgres 16. On attend la suite dans Postgres 17. Enfin, je dis on attend la suite. Le feature freeze de Postgres 17 n'est pas loin d'arriver. Hein. On est déjà en février, donc fin mars, c'est fini. Moi, je fais tourner déjà Postgres 17 sur mon poste. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit, c'est n'attendez pas la sortie de la version pour la tester. Si on sort des bêtas et des release candidates, il y a une raison. Et le gros avantage, c'est si vous remontez des bugs à cette période-là, vous serez prioritaire pour la correction de ces bugs. Et du coup, ce sera vraiment adapté à votre use case. Donc, n'hésitez pas à faire tourner en recette des versions bêta ou release candidate de Postgres. Il faut savoir que le projet a vraiment à cœur de faire très très attention à la rétrocompatibilité. C'est-à-dire que déjà, on maintient 5 versions majeures, ce qui est déjà beaucoup. Et en plus, chaque fois qu'il y a quelque chose qui casse la rétrocompatibilité, il y a des débats dans la communauté pour savoir si on veut vraiment le faire ou pas et s'il y a vraiment un avantage. Donc, je vous encourage vraiment à faire tester en recette les versions bêta et release candidate de Postgres. Et ça aurait été dommage de ne pas voir cette slide. Le monde extérieur. Dans toutes les, pour cette conf, j'ai regardé pas mal de communautés anarchistes et comment ça avait fonctionné, et en particulier la Commune de Paris. Et à chaque fois, il y a un cas il y a un facteur particulier qui fait que ça a échoué. C'est pas le fait que l'homme n'est pas bon et qu'il peut pas se répartir les tâches. C'est le monde extérieur. Si la Commune de Paris a échoué, c'est quand même parce qu'on a balancé des militaires et des policiers et qu'on les a tous tués, globalement. C'est pas vraiment parce que leurs idées n'étaient pas bonnes ou qu'ils n'arrivaient pas à s'organiser. Ça a vraiment été réprimé dans le sang, et il y a plein d'autres exemples de communautés anarchistes. Alors, c'est pas forcément dans le sang, c'est pas forcément violent, mais le monde extérieur s'oppose à ce changement. Et dans la communauté Postgres, on a aussi des agressions de l'extérieur, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et Postgres peut générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et si ça peut générer beaucoup d'argent, pourquoi ça ne pourrait pas en générer encore plus? Donc, dans les années 2000, par exemple, certaines sociétés se sont dit, tiens, mais si on arrivait à prendre le lead sur Postgres, ce serait pas mal quand même. Parce que on ne sait jamais, peut-être que ça pourrait vraiment percer dans le futur, ça a l'air sympa. La communauté s'est structurée pour empêcher ça. Donc on a une core team, à l'époque c'était 5 personnes, et il y a une règle non écrite, parce qu'on est dans de l'anarchie organisée, mais que tout le monde va faire appliquer si il y a un problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de 50% des membres de la core team qui sont dans la même société. Ça a posé problème en automne 2020 quand ma société, IDB, a racheté la deuxième importante société de Postgres, Second Quadrant, et qu'on s'est retrouvé avec 3 membres de la core team qui étaient de ma société. Pour régler le problème, ils ont rajouté 2 autres membres dans la core team. Bien sûr qu'ils ne faisaient pas partie de DB, parce que sinon on aurait un problème.
Et on s'est trouvé à nouveau avec une core team avec moins de 50% des membres qui appartiennent à une seule société. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait, mais pareil, pour qu'un événement Postgres soit reconnu comme un événement communautaire, il faut déjà qu'il soit à but non lucratif et qu'il le prouve. Et il faut aussi que les organisateurs, il y ait moins de 50% des membres des organisateurs de l'événement qui soient de la même société. Sinon, c'est un événement de société. Et c'est pas grave, hein, les sociétés ont parfaitement le droit de faire des événements, ma société en fait, c'est chouette, mais on ne peut pas se prétendre société communautaire. Il faut savoir que le projet PostgreSQL a déposé le trademark Postgres et PostgreSQL, et que depuis 2020, on a eu une bataille judiciaire avec quelqu'un qui avait déposé la marque Postgres Community en Espagne, et aussi PostgreSQL Community, parce que tant qu'à faire. Et on vient résoudre le problème en décembre. On a bataillé avec des avocats, j'ai appris plein de choses que je ne connaissais pas, hein, mais ça a pris énormément de temps, d'argent, d'énergie, parce que pour nous, ce n'est pas possible qu'un individu possède le nom Postgres. Parce que s'il le possède, après, il peut nous demander de dire ah ben non, mais votre projet qui s'appelle PostgreSQL, en fait, il n'a plus le droit de s'appeler comme ça. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'avoir le nom de domaine postgresql.org. Ça a énormément d'implications. Et oui, on a dépensé énormément d'argent. Vous n'avez aucune idée de combien ça coûte, mais je vous jure que c'est énormément d'argent, juste pour défendre une marque déposée, alors qu'on est un projet open source, non soutenu par des sociétés, et que l'argent, c'est uniquement des donations. Donc, donations, et aussi, avec PostgreSQL, on crée des événements avec PostgreSQL Europe, et ça nous rapporte des bénéfices qui nous permettent justement de payer ce genre de choses, de payer les voyages de speakers, de payer des salles de réunion pour que les développeurs et développeuses de Postgres puissent se réunir régulièrement, ce genre de choses. Mais c'est quand même... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez hallucinant de voir ce genre de problème sur une communauté qui est open source, qui n'a vraiment pas le but de faire de l'argent, qui fait de mal à personne et qui se retrouve dans ce genre de problème. On a aussi des sociétés de cloud qui usent et abusent de Postgres. Vous voyez de qui je parle. Ils utilisent notamment le nom Postgres, mais ils ont des avocats qui peuvent pas battre, qu'on ne peut pas battre. Mais surtout, sachez quand même que tous les cloud providers américains, c'est pas Postgres qui fournissent. C'est un fork closed source de Postgres. Et une des preuves, c'est que Amazon, quand Postgres 10 est sorti, il y avait la réplication logique qui est arrivée. Et Amazon s'est rendu compte que ça voulait dire que les gens pouvaient partir d'Amazon sans avoir une trop grande coupure de service. Donc quand ils ont publié leur RDS 10, ils ont supprimé la réplication logique du code de leur fork. Bon, les gens n'étaient pas contents, donc ils l'ont remis. Mais c'est vraiment, on parle de closed source. C'est pas de l'open source, c'est pas du Postgres. Et j'ai souvent sur le Slack communautaire de Postgres des gens qui viennent demander des conseils sur RDS. Je leur dis, voyez avec le support Amazon. Je ne suis pas là pour faire gratuitement le support d'une société qui gagne de l'argent. Moi, j'adore répondre à toutes les questions Postgres et je le fais quand c'est du Postgres. Mais je ne vais pas... Et pareil, hein, j'ai des clients à moi qui viennent sur le Slack communautaire en disant j'ai ce problème sur le... Parce que mon entreprise fait aussi un fork closed source avec une couche de compatibilité Oracle. J'ai ce problème avec IPaaS, IDB Postgres Advanced Server. Et je fais demande au support, tu payes un support. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Ou alors il est passé licence et son support et là... oui, si vous avez des questions Postgres, vous pouvez les poser sur un Slack communautaire. Si vous utilisez un fork closed source de Postgres, pas poser vos questions sur Slack communautaire. Ce n'est pas le but de la communauté. J'avais dit que je parlerais un peu des outils, donc on va parler des outils. Donc, le but de Postgres, c'est de n'être dépendant d'aucune société. C'est très compliqué aujourd'hui. Dire qu'on est sur des outils qui sont un peu vieux. Donc j'ai dit qu'on a un Slack communautaire. En fait, il n'est pas vraiment
créé par la communauté. Au départ, il a été créé par Heroku. Mais sinon, on est sur IRC. IRC, ça va. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient poser des questions sur IRC. Enfin, si vraiment vous voulez du support vraiment bas niveau pour vraiment comprendre comment fonctionne Postgres en interne et avoir accès aux hackers, aux hackers les plus expérimentés de Postgres, c'est sur IRC qu'il faut aller. On a un Git, déjà c'était un progrès, qui est hébergé chez nous, git.postgresql.org. On n'a pas de GitHub, on n'a pas de GitLab. Parce qu'on ne veut pas être dépendant d'une société. Ça veut dire qu'il n'y a pas de PR. Ben oui, puisque Git, il ne fournit pas de PR. Ça veut dire, enfin, on peut quand même faire des commits, on peut quand même faire des branches, on peut s'amuser, mais on ne peut pas faire de PR. Donc comment on fait un patch? Ben, comme on faisait avant, c'est-à-dire qu'on fait un git diff en texte qu'on envoie sur une mailing list. Ah, ça marche, hein? Oui, comme le noyau Linux, mais c'est des projets à peu près similaires en âge. Donc oui, ça surprend au début, mais quand on comprend que le but, c'est vraiment d'être dépendant de personne, on est totalement indépendant, on héberge notre propre infrastructure qui est managée par nos bénévoles, on comprend en fait pourquoi il y a tout ce processus qui est mis en place. Et je sais qu'il y a pas mal de membres qui aimeraient qu'on puisse faire PR sur Postgres, mais qui dit PR dit un GitLab ou un GitHub. Et ça, c'est pas possible. D'autant plus que GitHub a été racheté et qu'on n'a pas forcément envie de laisser rentrer encore un peu plus cette société dans la communauté. Donc, c'est vraiment dans l'esprit de Postgres, et ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on a développé tous nos outils, parce qu'on est des développeurs quand même. Donc, par exemple, pour la comptabilité de PostgreSQL Europe, c'est un outil qu'on a fait nous. Et là, on a des nouveaux comptables qui ont dit, bon, alors, quel outil vous utilisez? J'ai dit, bah, de quoi vous avez besoin? Bah, nous, on voudrait un fichier comme ça. J'ai dit, vous êtes sûr, c'est bien ces colonnes-là? Bon, ben, vous le faites. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que d'utiliser un logiciel. On a aussi tous les outils de gestion de conférences. Nous, on ne va pas sur un sessionnaire, par exemple, pour faire les CFP. C'est notre propre outil qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, qui a un peu vieilli, mais qui fonctionne encore et qui permet de faire les CFP. On a des rappels réguliers des speakers qui n'ont pas pris de ticket à la conférence, parce que ça, c'est pas bon. On a des checklists, du coup, on a des... Quand on dit, voilà, la conférence sera tel jour, ben, on a des mails qui nous sont envoyés régulièrement pour dire, t'as pensé à réserver le restaurant pour le dîner de speaker? T'as pensé à faire ça? Est-ce que t'as pensé, après la conférence, à purger toutes les données personnelles des gens qui sont venus à la conférence? Oui, on fait tout ça. Justement parce qu'on veut faire les choses bien, parce que je pense que c'est une des choses qui m'a fait aller vers l'open source, c'est que je trouvais que dans le monde du privé, on ne prenait pas le temps de faire les choses bien. On ne prenait pas le temps de se poser. On était en permanence en mode pompier de là j'ai une fissure, faut que je la fasse, là j'ai un bug fixe, etc. Et ça doit absolument être sorti jeudi prochain. Et elle fait mais et si c'est pas prêt? Ah non, ça doit être prêt. Bah oui, mais en fait la vie c'est pas comme ça. Et je préfère un monde où on prend le temps de faire les choses bien, parce qu'au final on est extrêmement gagnant en fait. Sinon, on se retrouve à nouveau dans un cercle vicieux de on a écrit un peu trop rapidement la feature, donc on a plein de bugs. Comme on a plein de bugs, on n'a pas le temps d'écrire correctement la prochaine feature, etc. Donc ça permet d'éviter ce genre de choses. On arrive à la fin. Et si vous deviez retenir 3 choses de cette conférence sur l'anarchie organisée, c'est 1, ça marche. Vraiment, ça marche. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est tombé sur un noyau de personnes extraordinaires, mais vraiment, on a des gens passionnés qui sont là pour faire les choses, faire avancer les choses. On a des adultes capables de discuter et de changer d'avis en suivant une discussion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du level du truc, quoi.
Mais c'est super agréable du coup de récolter les points de vue des autres avec un esprit ouvert pour être capable de dire ah effectivement je n'avais pas vu ça et tu as raison c'est mieux comme ça. On a après il y a aussi quelque chose c'est l'anarchie normalement est appliquée à tout. Nous, c'est appliqué à un projet qui n'est pas vital. Je veux dire, si mon prochain patch de Postgres il n'est pas fini, il n'y a personne qui va mourir a priori. Dans les communautés anarchistes, ils appliquaient ça à des besoins vitaux, comme le fait de se nourrir ou le fait de se chauffer, de se loger. Peut-être que là, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. La deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que c'est super fun d'être justement, de ne pas être drivé et d'être... alors ça fait un peu peur au début, hein, de voir que on a tout l'horizon et qu'on peut aller là où on veut. Mais justement, moi je trouve ça très fun, toute cette liberté. Et c'est ce qui permet la créativité, c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Vous connaissez cette blague, si on met 2 développeurs open source dans une salle, ils vont sortir 5 outils différents qui font la même chose. Oui, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Là-dessus, on est d'accord. Mais par contre, ça permet une créativité qu'aujourd'hui, je trouve, le monde du closed source ne permet pas. Et la dernière chose que je voudrais que vous entendiez, c'est la communauté est ouverte à toute contribution. Alors oui, on n'a pas de liste de bugs, de patch à faire. Ça n'existe pas, c'est à vous de trouver celui que vous voulez faire. Moi, Dimitri Fontaine, qui est contributeur de Postgres, m'avait donné un très bon conseil que je redonne le plus souvent possible. Si tu veux contribuer à Postgres, essaye d'améliorer la compatibilité au standard SQL de Postgres. Parce que ça, c'est le style de patch qui va passer systématiquement. En ce moment, je suis en train de batailler sur un patch où j'essaye de faire supprimer la compatibilité au standard SQL de Postgres. C'est-à-dire que je trouve que le standard est débile, donc j'ai voulu... quand on fait un count étoile, l'étoile ne veut rien dire. C'est juste qu'il y a quelqu'un dans le standard SQL dans les années 80 qui a dit « Ah non, mais c'est pas beau une fonction sans argument. Donc on va mettre une étoile. » Donc moi j'ai dit bah, « Vu que c'est débile, on supprime quoi. » Ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas le count étoile, donc on est toujours compatible au standard SQL, mais c'est juste on peut accepter count, parenthèse, parenthèse. Bon, alors là, ça a du mal à passer avec la communauté. Du coup, je suis montée plus haut, je suis allée voir un membre du standard SQL qui a dit « Ah oui, tu as raison, je vais regarder pour changer le standard SQL. » Donc voilà, si vous voyez qu'on peut faire un count sans étoile, c'est moi. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je serai toute la matinée. N'hésitez pas à venir me parler.